Alors les actions ont continué de s'effondrer ces derniers jours, et maintenant ça n'atteint plus seulement les actions du secteur des logiciels, mais ça inclut tout ce qui sort du monde physique, en fait, tout ce qui n'est pas matériel. Donc on a même maintenant Moody's, S&P Global, on a Ferizac, on a Visa, on a Mastercard, voilà, ça se répand partout. Pour l'instant, tout ce qui est dans le monde matériel est épargné. Mais donc, il y a vraiment en ce moment sur le marché une anticipation, une attente d'un scénario catastrophe. Et donc, je voulais raconter une petite histoire par rapport à ça. Donc, c'est une histoire qui se passe en 1898. Et en 1898, il y a la première conférence internationale d'urbanisme qui a eu lieu à New York. Et le problème, c'est que cette conférence, donc il faut imaginer, hein, c'est un truc sérieux, c'est première conférence internationale d'urbanisme à New York. Donc c'est des professionnels, des experts, avec leurs petits costumes et tout. Et au bout de 3 jours, bah, ils ont arrêté en fait cette réunion parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver une solution à la problématique qu'ils étaient censés régler, en fait, qu'ils avaient à ce moment-là. Et donc cette problématique, c'est que d'après les projections de l'époque, la ville de Londres allait être sous 50 ans, donc d'ici 1948, elle allait être ensevelie sous 3 mètres de caca. Donc comment ça se fait? Comment est-ce que la ville de Londres, elle peut être ensevelie sous 3 mètres de caca? En fait, c'est qu'à l'époque, donc il n'y avait pas encore les voitures, hein, c'était en 1898, les gens se déplaçaient donc avec des calèches, quoi, donc qui étaient tirées par des chevaux. Et il faut savoir qu'un cheval, ça faisait entre 10 et 15 kilos de crottin par jour, par cheval. Et donc en fait c'était des tonnes et des tonnes, des centaines de tonnes à ramasser chaque jour par les éboueurs de l'époque, hein. Donc à l'époque c'était un vrai problème. Il faut imaginer aussi quand il pleuvait, etc. Ils n'arrivaient jamais en plus à ramasser assez vite, donc soit ça séchait, soit après il pleuvait, bon ça se répandait partout. Donc voilà, vous imaginez les odeurs, l'hygiène et tout ça. Et donc bah, les projections qui ont été faites, c'était qu'avec l'augmentation de la population et le fait que donc s'il y a si la population augmente, il faut aussi plus de chevaux pour pouvoir conduire les gens. Et ben en faisant cette projection là sur 50 ans, ça donnait mais c'était une projection sérieuse, hein, aujourd'hui ça peut faire rire, mais à l'époque c'était un vrai problème. Ça donnait la ville de Londres ensevelie sous 3 mètres de caca, quoi. Et donc comme vous le savez, ce scénario catastrophe, il s'est jamais produit, il est jamais arrivé, alors que pourtant, quand même, ces experts qui s'étaient réunis pour traiter ce sujet n'ont pas réussi à trouver de solution. C'est-à-dire qu'ils pensaient, concrètement, ils se sont dit, on est foutu. Voilà, vraiment, à l'époque, c'était les villes, enfin, ça va tuer les villes, quoi. Donc, ils n'ont pas réussi à trouver de solution, et pourtant, le problème s'est jamais produit. Donc, quelles sont les deux erreurs qu'ils ont fait? Donc, il y en a deux. Première erreur, c'est qu'ils ont fait une projection linéaire du présent, ou du passé récent, quoi, de l'histoire récente. Tu prends une tendance récente et tu la projettes tout droit comme ça, et t'en tires des conclusions. Donc ça, c'est le premier problème. Et la deuxième erreur, c'est d'avoir ignoré les effets de second ordre. Donc ce qu'on appelle un effet de second ordre, c'est quand on est dans un système complexe. Donc un système complexe, c'est typiquement le monde dans lequel on vit, c'en est un. Et bien, chaque élément réagit et s'adapte aux autres éléments. Donc un élément, c'est par exemple un État, une entreprise, une personne. Voilà. Tout ça, c'est ce qui compose le système complexe. Et quand il y a l'un d'eux qui s'adapte ou qui réagit à un changement d'un autre élément du système, c'est ça qu'on appelle un effet de second ordre. Et donc un exemple de ça, c'était lors des tarifs de Trump, dont bizarrement on n'a pas entendu parler pendant longtemps, alors qu'à l'époque c'était le sujet de panique totale. Donc c'était en avril de l'année dernière, avril 2025. Et j'avais fait justement une vidéo où je parlais de ça. Donc c'était la vidéo, je crois, qui s'appelait Trump va-t-il nous ruiner? Et donc j'expliquais ça, je parlais du fait que les gens se disaient, ok, il y a un tarif douanier sur tel type de produit ou sur tel pays, donc ça va avoir tel effet sur les revenus ou les cash flows de telle entreprise. Il faisait comme ça un lien de cause à effet direct. Et donc j'expliquais dans la vidéo que c'était pas possible de faire ça parce qu'on est dans le cas d'un système complexe et qu'il y a des effets de second ordre. Et donc j'expliquais que les autres pays allaient s'adapter et ensuite chaque entreprise allait s'adapter. Et c'est en plus sans compter sur toutes les autres variables qui peuvent varier en même temps et qui peuvent changer le résultat. Donc typiquement inflation, taux d'intérêt, l'emploi, etc., etc. Donc énormément de variables et qui en plus réagissent les unes aux autres. Ça fait que c'est impossible de faire des relations de cause à effet simplistes en fait. Et au final aujourd'hui on remarque que plus personne ne parle des tarifs de Trump, hein. Donc quel rapport entre ces histoires de crottin de cheval, de système complexe et la situation actuelle? Bah, aujourd'hui on a le marché qui anticipe un scénario catastrophe où l'IA rend toutes les boîtes de software obsolètes. Et ça va même plus loin. C'est aussi l'idée que si l'IA continue à progresser comme ça, vous savez, il y a souvent ces phrases de
regardez comment ça a changé, regardez ce que c'était l'année dernière, regardez aujourd'hui, donc imaginez dans 10 ans, donc projection linéaire de l'histoire récente. Hein, donc cette idée que si ça continue à progresser à ce rythme-là, et pas dans X années, ça y est, l'IA fait tout, il n'y a plus de job, tout le monde est au chômage, je sais pas comment ça marche, mais plus personne ne travaille, puisque tous les jobs sont rendus complètement inutiles, puisque l'IA fait tout à notre place, quoi. Et donc fondamentalement, c'est le même type de situation que l'histoire du crottin de cheval à Londres, ou que l'histoire des tarifs douaniers de Trump, c'est que les gens projettent l'histoire récente comme ça à l'infini, et ignorent totalement les effets de second ordre, donc tous les acteurs qui pourraient s'adapter, donc les gens vont s'adapter, les entreprises vont s'adapter, etc., etc. Donc au final, tous ces grands scénarios catastrophes, c'est toujours de la pensée ultra paresseuse, ultra simpliste, et à la fin, ça se produit jamais, quoi. Donc, par rapport à la situation en bourse aujourd'hui, c'est vraiment un des pires moments, peut-être le pire moment sur ces dernières années, enfin un des pires moments pour avoir peur d'investir. Parce que, comme d'habitude, la bourse, c'est quelque chose, ça joue avec nos émotions. C'est ce qui fait que la plupart des gens, la plupart des particuliers ont plutôt des mauvais résultats, mais c'est aussi ce qui fait que c'est possible de se démarquer. Parce que dans les situations comme ça, le réflexe naturel d'un cerveau humain, c'est d'avoir peur. Parce qu'il y a notamment l'aversion à la perte qui entre en jeu et d'autres biais psychologiques comme ça. Mais ce qu'il faut réaliser, c'est que, en fait, dans la vie en général, notamment en investissement, on est en permanence dans un duel entre notre amygdale et notre cortex préfrontal. Donc cortex préfrontal, la partie du cerveau qui, bon, je simplifie un peu, mais la partie rationnelle, quoi, et l'amygdale, la partie émotionnelle. Mais l'information, c'est toujours l'amygdale qui réagit en premier, en fait. Et ensuite, le cortex préfrontal peut servir à reprendre le contrôle. Donc c'est normal que, ça c'est quelque chose qui changera jamais d'ailleurs, enfin, moi je le vois positivement, en tout cas c'est une chance que la psychologie humaine, ça reste la psychologie humaine. Et donc si on apprend comment ça fonctionne et à l'utiliser à notre avantage, bah, c'est une compétence qui nous servira dans toute notre vie pour notamment l'investissement et le business et les relations, etc., quoi. Et donc dans la situation actuelle, la réaction normale, c'est de ressentir de la peur. Et donc notre amygdale va nous envoyer des signaux de danger, quoi. Mais ce qu'il faut à ce moment-là, c'est se rappeler que en bourse, de la peur, ça veut dire des gens qui vendent. Des gens qui vendent, ça veut dire des prix qui baissent. Des prix qui baissent, ça veut dire des valorisations qui baissent. Et une valorisation qui baisse, ça veut dire un risque qui baisse, et ça veut dire des gains futurs qui augmentent. Et donc, à partir du moment où dès qu'on ressent cette peur, ces signaux de danger qui nous viennent, et qu'on refait ce raisonnement, on se rappelle de ce raisonnement, bah d'un coup ça permet de prendre le dessus et de se rendre compte qu'en fait, on est très probablement, et en tout cas à mon avis, on est dans une situation où il y a beaucoup d'opportunités, quoi. En bourse, la peur, le pessimisme, la panique, et encore mieux, plus c'est grave, mieux c'est toujours la source des plus grosses opportunités. Et les investissements qui paraissent les plus risqués en termes de sensations, en fait les investissements qui sont ressentis comme les plus risqués sont souvent les moins risqués. Et à l'inverse, les investissements qui sont perçus comme les moins risqués sont justement les plus risqués. Parce que s'ils sont perçus comme les moins risqués, ça veut dire que, donc, que tout le monde est dans le consensus, que tout va bien, qu'il n'y a pas de risque, que ça va croître à l'infini, que la boîte est invincible, etc. Et donc ça fait des actions qui deviennent plus chères ou trop chères en termes de valorisation. Ce qui au final est risqué, puisque à la moindre mauvaise nouvelle, au moindre doute, à la moindre innovation qui pourrait potentiellement disrupter le truc, et bah ça fait des valorisations divisées par deux, voire plus, hein, enfin, c'est typiquement ce qu'on voit en ce moment, quoi. Donc en bourse, il faut vraiment réussir à inverser ses émotions, c'est-à-dire quand il y a de la panique ambiante, réussir à retourner ça en excitation, en euphorie presque, et à l'inverse, quand il y a une euphorie ambiante, quand tout le monde est super content, quand voilà, tout le monde est très optimiste, tout le monde partage ses performances. Quand vraiment on a l'impression que tout va bien, c'est à ce moment-là qu'en vrai la situation est la plus risquée et qu'il vaut du coup alors, avoir peur, être affolé ça sert à rien, mais en tout cas être prudent dans cette situation-là. Et donc tu as des actions d'excellentes entreprises qui sont à des valorisations intéressantes, voire très intéressantes. Et moi aujourd'hui, là, j'ai pas assez de cash pour acheter tout ce que je voudrais acheter parce que le marché anticipe un scénario catastrophe qui déjà me paraît pas crédible et qui en plus a dérisqué beaucoup d'investissements. Donc voilà, je rappelle que vous pouvez recevoir mon top 3 des meilleures et des pires actions pour 2026 sur le premier lien en description et sur le bouton qui s'affiche au milieu de l'écran. Et à plus!